Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat de Cité MKO sur la question des arrestations, des enlèvements et des déportations en AES, comme on le dit depuis très officiellement la première conférence qui a réuni les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso, tous les trois réunis à Niamey pour donner un cadre un peu plus approfondi à cette alliance des États du Sahel comme ils se sont appelés. Vous avez vu le communiqué final de ce sommet et vous avez vu également les textes juridiques qui ont été pris en complément de la mise en place de cette organisation. En plus de la charte qui avait été édictée, il est question aujourd'hui d'avancer vers un système de confédération. Et un règlement intérieur a été mis en place. Ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'est simplement que cette première conférence des chefs d'État de l'AES s'est installée à Niamey et s'est tenue un jour avant le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, ou du moins pour ceux qu'il en reste, parce que cette occasion était aussi propice pour les chefs d'État de l'AES, les trois réunis, de clarifier et de réitérer leur désir absolu de sortir désormais de la CEDEAO. Même s'il est vrai que le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérian qui a été reconduit, a demandé, entre autres au chef de l'État du Sénégal, d'entreprendre encore des démarches auprès des trois chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina, dans la perspective éventuellement de plier leurs décisions en tout état de cause, de pouvoir se mettre d'accord sur le cadre de la séparation. Parce que, comme certains d'entre vous pourraient vous l'imaginer, le droit international qui autorise les conventions, les traités, les accords de coopération au plan international crée toujours un dispositif qui permet à un non-membre d'intégrer et à un membre de sortir. C'est pour ça que les modalités de sortie sont toujours bien définies, bien éclairées et bien clarifiées. Et généralement, pour la sortie, deux temps sont essentiels. Il y a la question de l'information de la sortie, qui est plutôt une proposition de sortie, derrière laquelle décision s'ouvre une période transitoire, généralement de quelques mois, voire 12 mois, qui permet donc à terme de confirmer la sortie, mais aussi durant la période des 12 mois, de pouvoir négocier des éléments qui sont essentiels et utiles pour la sortie. Par exemple, pour ce qui concerne la CEDEAO, une organisation qui est en place depuis 1974, dure près d'une soixantaine d'années aujourd'hui. Vous savez que les uns et les autres ont eu l'occasion de bâtir des organisations en place, de bâtir un certain nombre d'engagements, un certain nombre d'exploitations. Ils ont besoin également que les citoyens, qui étaient considérés comme des citoyens communautaires dans le cadre de la CEDEAO, et qui désormais, avec la sortie des pays membres de la CEDEAO, ne seront plus considérés comme des citoyens communautaires en tant que tels, même si quelques-uns peuvent répondre dans le cadre de l'UEMOA des mêmes engagements. Mais vous vous rendrez compte très vite que là aussi, la situation va se clarifier, parce que si dans le cas de la CEDEAO, ce sont les trois États de l'AES qui ont demandé à sortir de la CEDEAO,
vraisemblablement que ce qui reste de l'UEMOA ne tardera pas à demander à ce qu'ils sortent également de l'UEMOA, dans un souci de cohérence, parce qu'il y a comme une liaison presque très intime entre la CEDEAO d'une part et l'UEMOA, et d'un point de vue politique également, il y a lieu de mettre de l'ordre à ce niveau. Tout ce rappel pour vous permettre simplement de vous indiquer que dans le communiqué final, nous n'avons absolument relevé rien qui puisse concerner aujourd'hui ce qui est pointé du doigt dans les trois pays, mais pas que, ce qui est pointé du doigt en ce qui concerne la violation fondamentale des droits de l'homme, la violation fondamentale des droits démocratiques, la violation fondamentale des règles de la République, l'anéantissement des libertés et l'anéantissement de l'action politique et de l'action publique. Cet élément caractérise aussi bien le Mali que le Burkina et le Niger. Dans ces trois pays, systématiquement, la première des libertés qui est totalement anéantie, c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'opinion et c'est la liberté d'expression qui est caractéristique des gens des médias, des gens de la communication et des journalistes de façon générale. Dans ces trois pays, incontestablement, le journalisme s'est tué. En tout cas, le journalisme critique, parce que de mon point de vue, le journalisme ne peut être rien d'autre que critique. La notion de journaliste patriotique est née au Mali. Elle s'est étendue dans les autres pays de sorte que les journalistes eux-mêmes avaient fait presque consensus pour dire que dans le cadre de la guerre, qui implique les forces de défense et de sécurité, l'implication de ces forces de défense et de sécurité nécessite aujourd'hui que les journalistes ne soient pas critiques vis-à-vis de ces forces de défense et de sécurité, que les journalistes n'en soient même pas donnés des chiffres, notamment lorsque des dégâts matériels qui peuvent même aller concerner la vie des hommes ne soient pas divulgués ni sur les réseaux, ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télévision. Je parle de terrorisme, mais je pourrais parler encore de bien d'autres choses parce qu'au-delà du terrorisme, la moindre des expressions critiques via un journal, par un journaliste ou par une personne tierce, implique toujours des mesures drastiques et draconiennes à l'encontre de l'organe, à l'encontre du média. C'est comme ça que nous avons vu l'équivalent des commissions nationales de la communication et des libertés prendre des sanctions de fermeture de médias, d'interdiction des médias et de retrait des agréments des médias lorsqu'ils sont journalistes accrédités et venant de l'étranger. Je passe en revue très vite et très rapidement des médias comme Radio France Internationale, des médias comme TV5, des médias comme France 24, des journaux privés ou des radios qui ont quasiment tous vu leur agrément repris dans les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger. Parce que simplement, ces médias qui ont souvent une origine française ou des liens étroits avec la France sont perçus d'un très mauvais œil et représentant de l'impérialisme français. Il est clair que les reproches qui sont faits à ces médias ne sont pas totalement infondés, mais dans le cadre de la liberté de presse et de la liberté de communication, quand on n'est pas content de ce que dit un média, on dispose non seulement d'un droit de réponse, mais en même temps, on dispose également des moyens pour mettre en cause la normalité et la régularité de ce que dit le média. La loi sur la presse l'autorise. J'ai parlé de liberté d'opinion. Ça concerne également les associations, notamment les associations de défense des droits de l'homme. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre de leaders d'associations arrêtés au Mali, arrêtés au Burkina Faso, arrêtés au Niger, quand vous voyez le nombre de journalistes et de communicants poursuivis dans ces pays, quand vous voyez le nombre d'hommes politiques arrêtés,
et le tout dans un contexte extrajudiciaire, parce que la spécificité dans ces trois pays, c'est que ce ne sont plus des organes de la justice qui déclenchent des procédures, ce n'est pas le procureur de la République, ce n'est pas le commissaire de police, ce n'est pas le commandant de la brigade de gendarmerie, ce n'est pas le juge d'instruction, ce n'est pas toujours à la suite d'une plainte, c'est toujours des administrations comme la sécurité d'État, la direction de la surveillance du territoire, et que sais-je encore, et qui sont chargés justement d'enlever les gens, nuitamment souvent, ou le tôt le matin, dans leur domicile, par des personnes roulant dans des véhicules non immatriculés, encagoulés, et qui s'emparent des gens au milieu des gens de leur famille, pour d'abord, dans un premier temps, les amener encagoulés dans des lieux qui ne sont pas des lieux de justice. Malgré la saisine de la justice, notamment au Burkina Faso, rien, absolument rien n'y fait. Les gens sont gardés des semaines et des semaines, et lorsqu'ils sont relâchés, ils ressortent de cette épreuve totalement tétanisés, et lorsqu'ils sont relâchés, comme dans le cas de Guy Hervé Kam, non seulement leader politique, mais leader d'une société civile burkinabé, ils sont mis entre les mains de la justice, parce que simplement on trouve toujours des acteurs de la justice qui blanchissent des procédures totalement illégales, et pour en faire des procédures judiciaires, pour présenter les gens au niveau du juge, les inculper, les détenir en prison et éventuellement les juger quand on en a envie. Parallèlement, dans un pays comme le Burkina Faso, la pratique est l'enrôlement. Toutes les personnes qui peuvent exprimer ça et là des opinions vis-à-vis de l'armée sont enlevées dans les mêmes conditions et enrôlées. C'est d'autant plus grave que la justice perd la main. C'est d'autant plus grave que les commissions nationales des droits de l'homme dans ces trois pays qui sont encore vaillantes rendent des rapports, donnent des communiqués, et rien, absolument rien n'y fait. Au Mali, nous avons des dizaines de personnes arrêtées depuis si longtemps. Pour les meilleurs, ils ont dû voir le juge une fois depuis 6 mois. Pour les pires, ils n'ont jamais vu le juge. Et pour les pires des pires, ils ne sont même pas dans les maisons de justice. Ils sont entre les mains de la sécurité d'État. Les enlèvements sont monnaie courante également au Niger et à Niamey, aussi bien à Niamey qu'en dehors de Niamey, aussi bien à Ouagadougou que dans les alentours de Ouagadougou. C'est pour ça que j'étais curieux de lire le communiqué final, pour savoir si on pouvait au moins avoir une référence à la question des droits de l'homme. C'est d'autant plus grave que beaucoup de gens à l'intérieur de ces trois pays en arrivent à comprendre pour une certaine catégorie de personnes, à accepter pour une autre catégorie de personnes, à trouver même normal qu'en période, comme ils appellent, exceptionnelle, que les lois ne soient pas possibles d'être mises en œuvre, que les libertés soient anéanties pour combien de temps, personne ne le sait, que les droits soient inexistants, que ce qui faisait la fierté d'un système de démocratie, même balbutiant, aujourd'hui est totalement interdit, aujourd'hui est totalement incongru. Beaucoup de gens en arrivent aujourd'hui à dire que tant qu'à faire, il faut faire avec les militaires, après qu'on ait fait avec les politiques, vaut mieux que les militaires reprennent la main pour mettre soi-disant de l'ordre dans nos pays. On oublie simplement que les militaires sont arrivés par la force. Et que quand un militaire arrive par la force, il ne peut se maintenir que par la force. Le rétablissement de l'ordre et de la discipline pour le militaire, ce n'est rien d'autre que de pointer la baïonnette et au bout de la baïonnette, de plier la personne qui peut être récalcitrante à ses risques et périls. Dans la meilleure des hypothèses, vous êtes entre les mains de la justice. Au pire des cas, vous êtes entre les mains de la police politique, et Dieu seul sait ce qui peut en advenir. Vraisemblablement, le débat n'est pas qu'on est pour ou contre un système de transition. Le débat est que la liberté de l'individu, quelle qu'elle soit,
est sacrée. Elle est plus sacrée en période exceptionnelle qu'en période de liberté, parce qu'en période de liberté, on a toujours accès à des systèmes de justice, on a toujours accès à la presse et on peut toujours trouver le moyen de dénoncer. Mais c'est en période exceptionnelle que l'instinct des gens de pouvoir, c'est d'abord d'aller rechercher toutes les personnes qui sont gênantes. Ensuite, c'est d'aligner toutes les personnes qui peuvent poser quelques problèmes en termes de contrariété d'opinion. Et enfin, quand ils sont allés chercher leurs opposants, quand ils sont allés chercher leurs ennemis, quand ils sont allés chercher toutes les personnes qui peuvent paraître libres et indépendantes et autonomes, ils finissent toujours par aller chercher dans leur propre camp. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le cas au Burkina Faso. Beaucoup de ceux qui sont arrêtés aujourd'hui ont été des soutiens du régime en place, ont voulu essayer avec ce régime, ont même souvent accompagné le régime. Je ne vous parle pas du Mali, où véritablement la première chasse aux sorcières a commencé justement par les amis du pouvoir, et beaucoup d'entre eux sont en prison, et au terme de leur détention voient leur mandat se multiplier, parce que simplement on va de procédure en procédure, on va d'inculpation en inculpation, et rien à faire. L'objectif recherché, c'est de maintenir les gens le plus longtemps possible en prison. En ayant dit cela, il se trouvera toujours des gens pour mettre en avant le côté normal de ces arrestations illégales, le côté exceptionnel de ces arrestations illégales et le côté même non régulier et non légal de ces arrestations, mais on le mettra bien évidemment sous le coup de la lutte contre le terrorisme, sous le coup de la lutte contre l'impérialisme et sous le coup de la lutte contre l'injustice. Mais lorsque le réparateur de l'injustice lui-même est injuste, lorsque celui qui s'engage à réparer l'injustice, l'impunité, la violation du droit lui-même manque de légitimité, lorsque dans des contextes comme ceux des pays de l'AES aujourd'hui, la justice a disparu, lorsque nous avons affaire à une administration de la justice qui accompagne plus le mal que de rétablir les gens du mal pour les mettre dans le contexte du bien, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, il y a simplement de quoi s'inquiéter. Il faut d'autant plus s'inquiéter que pour tous ceux qui veulent encore maintenir un semblant de liberté, qui veulent dire des choses qu'ils pensent, qui veulent dire des choses en lesquelles ils croient, et qui pensent qu'on peut s'opposer, y compris dans un contexte militaire comme celui-ci, bien évidemment, ils n'ont pas d'autre possibilité que la cachette à l'intérieur, ou en dehors, l'exil, ou encore accepter d'aller en prison en ne sachant pas combien de temps vous y passerez, en ne sachant même pas si vous pouvez sortir de la prison sur vos jambes, parce que simplement, la prison est le meilleur moyen pour vous régler définitivement les comptes. Mesdames et messieurs, le plus important aujourd'hui, c'est de parler d'exemples concrets. Lorsque vous avez Ablassé Ouedraogo, du Burkina Faso, 70 ans passés, plusieurs fois ministre et plusieurs fois représentant du Burkina Faso à l'OMC, où il a exercé également des responsabilités. Quel est l'intérêt d'enrôler une personnalité publique comme celle-ci au motif qu'elle aurait violé un certain nombre de droits, un certain nombre de lois contenues dans le cadre de la charte de la transition? Quel est l'intérêt, le lendemain de la fête, pour faire une descente dans un domicile privé, pour aller appréhender 11 hommes politiques, les présenter devant un juge, les inculper, les mettre sous mandat de dépôt, au motif qu'ils auraient violé l'interdiction de réunion publique et politique? Quel est l'intérêt aujourd'hui, au Niger, de maintenir en prison un chef d'État renversé, en plus de son épouse, puisque son enfant a été libéré depuis peu,
le maintenir depuis le 26 juillet, en violation de tous les droits, de toutes les libertés, en violation des règles de courtoisie vis-à-vis d'un ancien chef d'État, pour encore instituer une cour d'État par loi dont la mission est d'appréhender la situation d'immunité de l'ancien chef d'État que l'on saisit en vue de la levée de l'immunité liée à l'exercice de la fonction de chef d'État passé par le président Bazoum. Quand on est chef d'État, qu'on est chef d'État renversé, d'un point de vue juridique, comment peut-on imaginer qu'il est encore sous immunité? Et quel est l'intérêt de saisir le juge pour lui demander de lever une immunité par rapport à une personne que vous enfermez? De deux choses l'une, ou même arrêté. N'ayant pas démissionné, il est encore le chef de l'État régulier du Niger. C'est bien pour ça que vous demandez à ce que son immunité soit enlevée. Mais alors, lorsqu'il est chef d'État en exercice, comment peut-on enlever son immunité? Il ne revient pas à une justice de lever l'immunité d'un chef d'État. Il revient plutôt à la juridiction compétente, qui est la juridiction politique au niveau du Parlement, pour éventuellement saisir ce Parlement, saisir cette juridiction politique spécialisée pour lever l'immunité du chef de l'État. Mais alors, on serait dans le cadre de la haute trahison. Je vous parle de cas emblématiques, Guy Hervé, Ablassé Ouedraogo, les 11 politiques maliens arrêtés, plus au Niger, le président Bazoum. Mais il y a des tonnes d'exemples encore de journalistes arrêtés, d'enseignants arrêtés, d'hommes politiques arrêtés, et lorsqu'ils ne sont pas arrêtés, ils sont en exil dans des conditions dramatiques. Depuis le premier coup d'État du Mali, il n'y a jamais eu autant de personnes en dehors du Mali que maintenant. Le Burkina Faso fait dans une violence encore plus accrue. Et c'est bien pour cette raison que l'illégal ne deviendra jamais le légal. Pour avoir pris le pouvoir par la force, vouloir l'exercer par la force, en anéantissant les barrières, les droits, les lois, les libertés, en plaçant tout ça dans le contexte exceptionnel, en se prenant pour plus que ce que l'on est, pour exercer un pouvoir qui ne vous appartient pas, bien évidemment, le risque c'est qu'un jour, tout ça se terminera. Un jour, on sera en train, bien évidemment, de décompter le nombre de violations de droits, de décompter le nombre d'anéantissements des lois, de décompter le nombre de fois qu'on a bafoué la liberté des uns et des autres. Je crois que depuis les 30 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'exactions au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Et le gros inconvénient est que ces trois pays se sont définitivement coupés de la CEDEAO. Ce qui fait que les citoyens n'ont plus aucune voie de recours, si ce n'est devant les juridictions nationales, et vous savez l'état des juridictions nationales, sous autorité du pouvoir exécutif ou militaire, dans l'incapacité totale de dire le droit, toutes les actions qui saisissent les juridictions burkinabées, maliennes et nigériennes sont vouées à l'échec. Bien évidemment, la juridiction administrative de Bamako fait quelques efforts en ce qui concerne justement les poursuites qui sont déclenchées à l'encontre d'un parti comme le SADI aujourd'hui. La juridiction administrative de Ouagadougou a eu l'audace également d'enjoindre à ceux qui ont appréhendé et qui ont gardé illégalement Guy Hervé Kam de le libérer, même s'ils n'ont pas répondu à l'injonction. C'est aussi ça le pire, c'est que la justice est réduite à cendres. Elle ne sert plus à rien, ces décisions ne servent plus à rien, et plus personne n'est ébloui par la décision de justice. Le militaire est puissant, le militaire est roi, le militaire en fait à sa tête, ça durera le temps que ça durera, mais vraisemblablement, cela va s'arrêter un jour.
Le Mali, d'une certaine époque, a connu cela. Un régime de terreur, un régime de violence. C'était lié justement à ce que les gens appelaient à l'époque la bande de Troie, qui était membre du comité militaire de libération nationale. C'est les membres du comité militaire de libération nationale qui étaient 16 ou 19 à la tête de ce comité militaire de libération nationale, le général Moussa Traoré, à l'époque lieutenant, qui ont pris le pouvoir un 19 novembre 1968. Il y a eu des régimes d'exaction au Burkina Faso. Je vous rappelle simplement les conditions dans lesquelles on a retrouvé le corps d'un journaliste coincé dans son véhicule au Burkina Faso en plein Ouagadougou, complètement cramé. On sait le contexte dans lequel le président Barré a été tué à coups de bazooka dans un pays comme le Niger. Mais quand on regarde tous ces systèmes, tous ces phénomènes, rien, absolument rien, ne peut préserver les gens si ce n'est la justice. La justice est réclamée pour ceux qui subissent aujourd'hui en tant que victimes les exactions de ceux qui sont au pouvoir, et demain, ceux qui sont au pouvoir, qui ne le seront plus, vont réclamer la justice. Nous rentrons dans un crescendo fatal qui donne l'occasion aux gens, une fois qu'ils sont à la tête de l'État, de penser qu'ils sont les maîtres absolus de la terre, du ciel, du fleuve, des montagnes et de la mer. Quand vous regardez aujourd'hui où est Sénin Kountché au Niger, où est Sangoulé Lamizana au Burkina Faso, où est Thomas Sankara, où est Jean-Baptiste Ouedraogo, où sont passés tous ces chefs d'État, ces chefs militaires qui ont régné de façon absolue dans ces pays. Où est le président, où sont les présidents maliens? Coup sur coup, on en a perdu deux, Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Et comme on le dit, on ne peut pas rayonner sous son propre soleil et vouloir rayonner sous le soleil des autres. Nos pays ont besoin de lois, nos pays ont besoin de règlements, nos pays ont besoin de justice. Et nos pays ont besoin que la loi, le règlement, le droit et la justice protègent d'abord l'individu, notamment les individus les plus faibles. Et ensuite, que par le biais de la justice, ceux qui sont faibles ou qui sont affaiblis ou que l'on veut affaiblir puissent avoir légitimement le droit de se plaindre. Que les bourreaux du jour soient déférés devant la justice. Mais dans un pays dans lequel, lorsque vous êtes brimé, lorsque vos libertés sont violées, lorsque vos droits sont anéantis, que vous n'avez pas de voie de recours, on est véritablement dans un contexte d'autoritarisme et de dictature. L'intérêt général ne peut pas être apprécié au détriment des gens. Il n'y a pas d'intérêt général sans les gens. Et lorsqu'on se dit porteur d'une autorité, nous n'avons de sens que lorsque l'autorité est issue par des moyens légaux qui vous donnent la légitimité de vous prendre pour le représentant du pays ou de la nation. Mais lorsque vous êtes parti de rien. Lorsque vous êtes emparé des armes, et lorsqu'avec les armes vous êtes imposé aux gens pour exercer de façon autoritaire et extrême un pouvoir, et vous vous imaginez que cela est éternel, je ne suis pas sûr que cela soit éternel. Au Burkina Faso, au Niger et au Mali, pour ne parler que de ces cas. Bien évidemment, les gens qui sont en place sont conscients que dans la durée, ce n'est pas tenable. Comment peut-on imaginer de décider du destin des gens contre leur gré? Là est la véritable difficulté. Ce soir, j'avais besoin de faire cette introduction pendant une demi-heure. Il n'y a pas d'invité spécifique. Il y a besoin juste de mener un débat. Comme vous le savez, et comme vous pouvez l'imaginer, tous les débats sont permis ici. Toutes les opinions sont permises ici. Sauf pour les débats et les opinions se mener dans un contexte d'abord de politesse, ensuite de courtoisie, parce que ce que vous savez
un autre peut le savoir. Ce que vous dites, un autre a le droit de dire le contraire. C'est parce que vous avez le droit de dire ce que vous pensez que vous ne pouvez pas interdire aux autres de penser ce qu'ils veulent penser et le dire. De tout est dans le comment et dans la manière de dire. C'est ça qui est le plus important. Donc ce débat est désormais ouvert. Prends la parole qui veut pour que l'on puisse poursuivre justement sur la question des arrestations, des enlèvements et des déportations en alliance des États du Sahel. Est-ce qu'il y en a qui veulent demander la parole? Bien évidemment, ça commence à venir. Et dans l'ordre, Khalilou Bari, le deuxième, Gédéon, le troisième, Mahamadou Zarou, et le quatrième à qui je vais donner la parole, qui est Panthère, et le cinquième, c'est RHC. Donc, dans l'ordre, Panthère, prenez la parole. Merci, maître. Je voulais dire que j'ai écouté votre long propos liminaire, qui était somme toute très intéressant. Et je trouve que dans cette affaire d'arrestation et des trois régimes militaires qu'il y a en Afrique de l'Ouest, il y a un point, je trouve que vous n'avez pas suffisamment touché et dont beaucoup d'Africains devraient se méfier. C'est l'aide précieuse que ces régimes ont de, de, des réseaux sociaux et notamment de la propagande organisée par un autre État qui s'en est fait une spécialité pour désorganiser les grandes démocraties occidentales à travers des fake news et autres. Et on voit aujourd'hui qu'il est très difficile de critiquer ces trois régimes. Il est presque impossible de questionner quoi que ce soit sans être taxé, d'être collabo. Ces gens ont une aide incroyable des réseaux sociaux et il est impossible d'attirer aujourd'hui l'attention des personnes bienveillantes sur les dérives que ces régimes sont en train de connaître. Et c'est vraiment la grande dangerosité et le plus grand poison de ces trois régimes putschistes. Et je suis en train de me demander intimement comme ça, comment on va faire pour pouvoir attirer les projecteurs sur ces arrestations. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de critiquer Ibrahim Traoré et son régime ou Assimi Goïta et son régime sans être taxé d'être collabo. Comment fait-on pour venir à bout de cela quand même les arrestations n'arrivent pas à indigner les sociétés civiles? Tout ceci dans un silence assourdissant, je le dis comme ça, mais ailleurs aussi on voit la même chose. On a l'impression que nous en Afrique, une fois qu'on a été dégagé d'un dictateur, notre niveau d'exigence baisse énormément au point qu'on ne soit plus capable d'exiger le minimum qui soit garanti dans une société où les gens vivent en paix. On ne peut pas avoir de société organisée sans contre-pouvoir. On ne peut pas avoir de société qui évolue sans des gens qui ne pensent pas comme le pouvoir dirigeant. Ce n'est pas un crime de penser autrement que ceux qui dirigent. Même si une majorité soutient celui qui est au pouvoir, il est normal qu'une minorité, pense différemment. Même s'ils ont tort, on doit pouvoir les laisser s'exprimer. Leur place n'est pas nécessairement derrière les barreaux. Et chacun de nous doit comprendre que la seule chose qui doit emmener quelqu'un derrière les barreaux, c'est d'avoir enfreint une loi. Or là, on voit que les gens sont arrêtés parce qu'ils ne sont pas de la même opinion que ceux qui dirigent. Et ça, tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, j'ai eu l'impression que vous allez réciter le poème de Niemöller au sujet de l'arrestation des juifs et des communistes, où lui ne voulait rien faire parce que il n'était ni juif ni communiste, et qu'au final, le jour où on était venu le chercher, il n'y avait personne. J'ai bien peur que demain, ceux qui ne disent rien aujourd'hui vont être enlevés et il y aura plus personne pour protester. Voilà juste le point sur lequel je voulais attirer notre attention ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Juste pour ajouter à votre propos, le contexte qui est le suivant est d'abord le contexte des partis pris. En Afrique, partout où on se trouve, notamment dans la jeunesse, les gens sont pro ou contre. Et généralement, ils ne sont pas pro ou contre, ni pour eux-mêmes, ni contre eux-mêmes,
ils ont toujours un référent familial, un référent amical, qui peut faire que le régime précédent était honni dans la famille. Et que tous ceux qui viennent pour renverser ce régime précédent, on est pour. C'est bien pour ça que nous rencontrons souvent quelques violences sur les réseaux qui ne laissent pas l'occasion de discuter. Par exemple, quand on met un élément sur la question des arrestations, des enlèvements et des déportations, nous sommes en train d'évoquer la problématique des libertés, des droits à préserver. Aussi bien en situation exceptionnelle qu'en situation non exceptionnelle. Et beaucoup de gens, pour contrecarrer ce qui est dit, qui ne peuvent pas nier, disent oui, mais il faut comprendre, c'est le contexte qui l'exige. C'est-à-dire le contexte lequel? Sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, sous le couvert d'une démarche sécuritaire, on veut tout embrasser, on veut tout anéantir et on n'accepte même plus l'échange. Mais le pire, c'est ceux qui sont les soutiens, lorsque eux-mêmes se trouvent en face des gens qu'ils ont soutenus, qui se retournent contre eux. La prison du Mali aujourd'hui est remplie de gens qui ont été les soutiens des premières heures de ces militaires. Mais même en ayant été des soutiens, au nom de la liberté et de la défense des droits, on ne peut pas laisser quelqu'un dans un contexte hors justice, sur une durée illimitée, au motif simplement, comme on l'entend, qu'on veut le corriger. Là est le drame. Et c'est pour ça que dans les débats, il faut se sortir du parti pris. Il faut être capable aujourd'hui d'analyser les choses de façon objective, de façon lucide. Des éléments comme la lutte contre le terrorisme, ben évidemment, c'est cet instinct qui amène les uns et les autres à être taxés d'anti-impérialistes, à être taxés, du moins, d'impérialistes ou de valets de l'impérialisme. Quand vous avez entendu le capitaine Traoré à l'occasion de sa prise de parole à Niamey, vous aurez tout compris et absolument tout compris. Ça, c'est l'instinct de révolutionnaire débutant qui compte dans les ronds. Vous êtes avec moi, vous êtes mon ami. Vous êtes contre moi, vous êtes mon ennemi, et je vous traiterai exactement comme mon ennemi. Khalilou Barry, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Très bien, merci beaucoup à Maître à vous pour organiser ces espaces d'échange et de discussion. Je trouve que c'est toujours intéressant d'échanger les points de vue, d'autant plus que la situation de nos pays est très, très complexe en ces moments. Je vais réagir sur les arrestations et les enlèvements plus tard, mais en lisant l'intitulé du space, j'ai vu les mots déportation et ça m'a fait un peu bondir de ma chaise. Et donc moi personnellement, j'ai pas eu cas de situation de déportation, hein. Donc je voulais poser cette question. Est-ce que vous connaissez, enfin, vous avez eu connaissance des cas de déportation ou pas en AIS, et est-ce que ces mots n'est pas chargé en fin de compte? Finalement, voilà. Et je reviendrai tout à l'heure, enfin, je réagirai un peu plus tard sur plus globalement le space. Merci. Je vous réponds parce que je suppose que vous êtes de toute bonne foi et qu'il faut vraiment parler avec les gens de bonne foi. Vous avez tendance justement à ramener la déportation à la période de la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec la démarche des nazis. Je comprends. Ce n'est pas ce type de déportation. La déportation, c'est tout ce qui concerne des mesures qui permettent à une autorité donnée d'appréhender une personne, de l'interner dans un camp de concentration à l'étranger. Ça, c'est le phénomène juif. C'était insupportable et les juifs en ont pâti au point où l'on sait qu'au bout du compte, le crématoire est passé là. Lorsqu'au Burkina Faso, on va aller chercher un individu, on va l'interner dans un camp militaire. Encore une fois, ce n'est pas à l'extérieur du Burkina Faso, mais c'est à l'intérieur du Burkina Faso. On va l'interner, on va le soumettre
un certain nombre d'exercices militaires, comme aller curer les toilettes de tout un camp militaire, comme aller servir à manger, comme aller préparer à manger, faire des exercices de tir, de ceci et de cela, soi-disant que la personne s'est plaint de la réaction des militaires, donc cet internement lui permet de jouer sur son mind. C'est ça la formation militaire. Mais vous ne pouvez pas imposer la formation militaire à une personne qui n'a absolument rien à voir. Quand vous allez aujourd'hui dans les goulags en Russie, le dernier opposant russe qui est mort a été baladé sur tout le territoire russe, notamment dans les zones les plus difficiles, déporté, reclus, interné, jusqu'à ce que mort s'en ait suivi. Allez demander à Ablasse Ouedraogo ce qu'il a pu subir à son âge. Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Appréhender quelqu'un contre son gré, lui faire subir des exactions que rien, absolument rien, n'a autorisé, n'a toléré et n'accepte. Est-ce que Ablassé a été interné, oui ou non? Bien sûr, oui. Un deuxième du ballet citoyen est dans le même contexte aujourd'hui. Interné dans un camp militaire, on lui fait prendre une arme, on lui fait tirer pour quelqu'un qui n'a eu aucune formation militaire. Ça se fait contre son gré. Ça se fait en l'absence de fondement légal et ça se fait sur la base de rien du tout, si ce n'est la volonté d'un individu. Vous croyez qu'il y a une seule différence entre cette déportation et celle qui a lieu en Russie? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voulez prendre à nouveau la parole, Khalilou Berté? Bari, Oui, pardon, Bari. oui, merci, pas de souci, maître, merci beaucoup. Donc, je crois que je lis bien votre égard. Et donc, je vous remercie aussi de ces explications qui clarifient les choses. Donc, moi, je suis sociologue et je m'intéresse beaucoup aux mouvements sociaux, à ce qui explique pourquoi les gens se mobilisent, par exemple, au Mali, au Burkina, au Niger ou ailleurs, d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que après les périodes de transition dans ces différents pays-là, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation justement pour demander à ce que la question de la justice sociale, par exemple, qui ont été des catalyseurs aussi des mobilisations contre les régimes précédents, ont été laissés de côté et en quelque sorte noyés dans un discours très sécuritaire, etc. Et donc moi, je m'interroge beaucoup sur pourquoi les gens ne se mobilisent pas, en fait. Et une des, une des hypothèses que j'ai, c'est que au Mali, pareil, surtout parce que moi, je m'intéresse beaucoup au Mali, c'est que les conséquences psychologiques de tout ce qu'il y a eu les 10 dernières années ont été peut-être beaucoup minimisées. Et donc, peut-être ça a beaucoup joué sur le fait que les gens ne se mobilisent pas pour demander, encore une fois, aujourd'hui, qui est beaucoup plus d'attention portée sur les questions de justice sociale, de respect de l'état des droits, et aussi d'arrêter effectivement les enlèvements et les arrestations arbitraires qui, comme on le sait tous, ne mènent jamais très loin. Et donc, peut-être une question que je pose à vous, maître, en particulier, mais à tout le monde aussi, hein, dans les spaces, justement sur cette hypothèse, est-ce que dans nos pays, nos différents pays, hein, on n'a pas minimiser l'impact psychologique qu'a eu les 10 ans, voire plus de guerres et tout ce qu'il y a eu comme mort, comme souffrance un peu partout, qui peut-être explique aussi le fait que les gens ont du mal à se lever et à exiger beaucoup de choses en fait. Voilà, donc je m'arrête là. Merci. Khalilou, je vais donner donc la parole à RHC, mais j'aurai l'occasion sans doute de revenir. Imaginez simplement aujourd'hui la situation des Russes qui sont reclus aujourd'hui dans des camps d'internement. Imaginez la peur qui les habite et imaginez la situation de terreur qu'ils subissent et qui font qu'aujourd'hui, pour rien au monde, ils ne réagiront.
parce qu'en réagissant, ils connaissent la sanction. Mais vous aurez l'occasion de revenir. RHC. Monsieur Amgar Akal, c'est vous. D'accord, merci beaucoup, maître. Merci pour le débat et merci pour le space. Moi, peut-être j'ai une question juridique en ce qui concerne les arrestations. Peut-être que vous allez aider à éclaircir, maître, parce que moi, je connais pas trop. Je connais certaines choses à haut niveau sur la CEDEAO, mais je connais pas beaucoup sur les lois. Parce que moi, ce que je vois, c'est que est-ce que la CEDEAO n'a-t-il pas le devoir de protéger ces populations? Parce qu'à mon avis, moi, quelqu'un qui prend des armes contre un régime élu, par exemple, je prends le cas du Niger, contre un président de la République, il kidnappe le chef suprême des armées, il dissout la Constitution ainsi que les institutions de la République, et après, cette même personne continue à faire des arrestations. Est-ce que la CEDEAO n'a-t-il pas de devoir d'agir pour protéger ces populations? Parce que je ne vois pas la différence entre cette personne, selon la constitution du Niger, c'est une haute trahison. Je ne vois pas la différence entre la personne qui dissout la constitution et les terroristes qu'on est en train de combattre. La seule différence peut-être, c'est que cette personne, elle est déjà dans le système. Or, le terroriste, il est hors du système. Il n'est pas encore dans le système. Est-ce que la CEDEAO n'a-t-il pas un devoir pour ces peuples, pour ces populations paisibles qui ne peuvent rien faire? Est-ce que la CEDEAO n'a pas un devoir ici? Merci. Assez vite, assez rapidement, avant de donner la parole à Gédéon. Vous savez, la tentative de coup d'État, c'est ce qui est en définitive illégal. Parce que lorsque vous réussissez votre coup d'État, et c'est vous qui rendez les autres illégales. C'est ça le paradoxe. On a beau dire dans nos constitutions que le renversement des régimes par la force est considéré comme un crime, mais si ceux qui tentent ce crime-là le réussissent, ben, ils rendent criminels les autres. Bien évidemment, la CEDEAO peut agir, mais vous avez vu avec quelle incongruité toutes les populations de l'AES se sont levées pour d'abord, juger que les sanctions sur le principe sont infondées, sont illégales et sont irrégulières. Des ministres au plus haut sommet de l'État le soutiennent en oubliant simplement qu'il s'agit de conventions et de traités et d'engagements internationaux qui ont été souscrits par l'ensemble de nos États. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler de la nature des sanctions. Je suis en train de parler du principe des sanctions. Contester cela alors qu'on est tributaire d'un coup d'État, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a décidé soi-même de se faire harakiri. Le droit, ce n'est pas pour soi. La CEDEAO ne peut pas aller au-delà de la limite stricte de la souveraineté des populations, de la souveraineté des États et de la souveraineté des nations. Voyez-vous, les trois de l'AES, pour ne pas subir la CEDEAO du moins, ont décidé de sortir. Mais il n'est pas sûr que la décision qu'ils ont prise pour sortir est une décision légale d'une part, est une décision légitime d'autre part, mais au fil du temps, on aura sans doute l'occasion de se le dire, mais encore une fois, comme le dirait le sociologue tout à l'heure, de la même manière qu'ils ont pris cette décision, personne n'est venu exprimer un engouement pour dire aujourd'hui que cette décision nous satisfait. Elle est loin d'être satisfaisante, elle remet en cause 60 années d'engagement et elle n'est pas sans conséquence. Et de ce point de vue-là, ce sont encore les populations qui en pâtiront. Gédéon, vous avez la parole. Gédéon, vous avez la parole. Est-ce que Gédéon est là? Bon. Si Gédéon n'est pas là, Sylvain a la parole. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et bonsoir, maître, bonsoir à tous les participants du Space. Et je salue d'abord la pertinence du thème qui a été pour proposer et les avantages qu'on peut en tirer. Et je dirais que je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai au moins une question assez pertinente et à souligner à votre niveau et même à l'endroit de tous les participants du Space, et si possible, voilà, ceux qui auront donc l'attitude de me répondre. Et vu l'étape actuelle dans lequel nous traversons, avec une confrontation entre les organisations sous-régionales, entre la CEDEAO et l'AES, et avec également excusez-moi, avec également les activités qui rythment donc les deux espaces, CEDEAO et puis AES,
quelles peuvent être les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au niveau de l'AS. Voilà, il s'agit de cette question également et que j'avais juste à poser. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire à propos. Merci. Très bien. Je vais laisser Lansana Gagny peut-être remonter pour répondre à votre question qui a des volets économiques. Donc, vous restez là le temps que Lansana Gagny remonte. Mais je vais donner la parole donc à Issoufou. Issoufou Abdul Karim Touré. Bon, il est passé auditeur. Je donne la parole donc à Bernard Briand. Bonjour à tous, bonjour maître. Est-ce que vous m'entendez dans un premier temps? Oui, très bien. Déjà, merci de m'avoir accepté en tant qu'intervenant. J'ai écouté ce que vous avez dit avec attention et c'était très éloquent et très pertinent, je trouve. Maintenant, j'ai une question. Étant donné que ces gens-là sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce que les cadres comme vous ou des anciens cadres ne devraient pas justement en fait développer une culture, par exemple du conseil? Parce que prendre la parole publiquement, les affronter publiquement, sachant en fait qu'ils auront une réaction, on va dire, violente, quoi qu'il en soit, parce que c'est des personnes qui sont en temps de guerre et qui sont confrontées tout le temps à la violence. C'est-à-dire que ces militaires-là ne voient le monde qu'à travers la violence et ça, c'est un fait et ça, on le sait. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas en fait développer justement en fait la culture du conseil peut-être via les écrits? Via via des écrits, oui, peut-être pas des écrits même en lettres ouvertes, mais des écrits à remettre à ces autorités-là. Parce que quoi qu'il en soit, ils ont le pouvoir aujourd'hui. Ce pouvoir-là, ils ne vont pas forcément en fait le transmettre comme ça. Non, ils ont le pouvoir, ils ont décidé de s'associer de manière pérenne. Je pense que ils méritent d'avoir des conseillers ou des personnes qui les conseillent, qui leur demandent justement en fait d'être beaucoup plus mesurés, etc., etc. Et je pense que des personnes comme vous devraient justement en fait par la culture de l'écrit leur transmettre des lettres, des courriers, tout, etc. pour justement qu'ils ajustent leur politique. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci infiniment. Je vais laisser donc Mex vous répondre quand il prendra la parole. Donc, vous restez avec nous. Je donne la parole à nouveau à Gédéon. Gédéon, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien, allez-y. Ok, Dieu merci. Merci beaucoup pour ce space. Vraiment, ça permet de changer et puis de faire beaucoup de choses afin que nous puissions comprendre. Maintenant, bon, de mon côté, moi, je pense que souvent, quand il y a des arrestations, c'est souvent des propos, des messages et certaines choses qui sont sorties hors de leur bouche et de leurs actions qui nuisent et à la compréhension de la population par rapport au développement du pays. Parce que tout pays qui est en révolution, il a certaines règles et certaines préoccupations à ne pas dépasser. Quand vous regardez par exemple la Russie, même le Burkina, le Niger, le Mali, il y a ces choses qui sont vraiment dedans. Il y a vraiment des auteurs, des gens qui sont là et qui veulent faire sortir des propos qui va être un frein, va amener la population à avoir de certaines révoltes. Voilà, donc moi je pense que bon, c'est à cause de certaines choses. Quand vous parlez de Ablaté, quand on va bien écouter des propos que Ablaté, ils ont fait sortir sur des plateaux et d'autres personnes même. C'est vrai que bon, il y a certaines activités qu'on les donne sur dans les cas, voilà, qui sont vraiment trop, vraiment exagérées. Ça, c'est des choses vraiment, pas en tant que tel comme ça. Voilà. Mais ce qu'on peut vraiment, amener les gens, parce que toute chose se passe par la communication. Voilà. Si un pays est en révolution, chacun doit vraiment faire attention à sa communication. Parce que la communication peut amener les gens à aller de l'avant ou à être contre voilà, cette révolution. Sinon, je pense que, bon, trop d'arrestations aussi, voilà, ça nuit aussi à beaucoup de choses. Maintenant, quand on veut parler des droits de l'homme, l'homme même lui-même doit savoir ce qu'il lui-même doit faire pour ne pas nuire, voilà, à la liberté de l'autre aussi. Si on pense que faire sortir certains propos va aider le pays, or pourtant ça nuit à certains trucs.
Donc, souvent, on doit aussi faire vraiment très attention à cela. Voilà. Et donc, c'est mon point de vue et ma pensée. Voilà. Je pense que c'est juste pour corriger certaines personnes et amener certaines personnes à rentrer dans la danse. Voilà. Dans la danse de cette révolution. Voilà. Moi, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a certaines arrestations, il y a certaines, voilà, formations militaires qu'on les doit. Voilà. En tout cas, normalement, tout pays, même si en révolution, la plupart de la population même doit avoir au moins cette formation militaire pour au moins pour s'auto-défendre. Voilà, pour s'auto-défendre parce que ça peut arriver n'importe où. Voilà, donc c'était vraiment ma part pour vraiment contribuer. Vraiment, je suis très content. Et chacun de nous doit bouger pour connaître et pour faire attention à ces points de communication. Voilà, pour ne pas nuire, voilà, à la sécurité de l'État. Voilà, donc merci beaucoup. Et je vais rester à l'écoute si peut-être il y a des corrections, il y a d'autres choses. Donc on va rester à l'écoute. Merci beaucoup. Dites-moi, vous dites, que dans un pays, il faut faire attention à sa communication parce que le pays est en révolution. Deux, qu'il Oui. faut d'autant plus faire attention que ce que l'on dit doit amener plutôt les gens à aimer la révolution plutôt que détester la révolution. Et que troisièmement, prendre les gens pour les amener, les arrêter, les amener, par exemple dans les camps militaires, c'est pour les corriger un peu. Est-ce que tout ça a un fondement légal? Est-ce que tout ça est basé sur la loi? Ça dépend de ce que le régime veut en place. Non, le régime du Burkina Faso, même révolutionnaire, il fonctionne sur la base de la loi. Oui, ils ont leur propre loi. Oui, mais même dans leur propre loi, est-ce que ce qui se fait là, par exemple pour Ablassé Ouedraogo qu'on a amené, est-ce qu'il y avait une loi? Il y a une loi qui l'autorisait? Mais maintenant, ce que moi je veux seulement faire comprendre, ce régime qui est là, ils ont demandé à les gens de s'entraider dans la communication. Non, Gédéon, est-ce que tout ce qui se fait, qui concerne les arrestations, les enlèvements et les déportations, même si le mot ne plaît pas, a une base légale au Burkina? C'est ça le problème, parce qu'à l'heure là, on ne peut pas tout suivre ce qui est légal pour faire un bon développement. Gédéon, vous avez dit tout à l'heure que oui, que dans un pays révolutionnaire, qu'il faut faire attention et qu'on amène les gens pour les corriger un peu. Oui. Bon, pour les corriger un peu, est-ce que vous avez le droit, vous, de prendre quelqu'un parce qu'il aurait eu un comportement déviant, vous le corrigez. Mais quand vous corrigez quelqu'un, c'est que vous êtes la personne désignée pour la corriger. Et deuxièmement, vous la corrigez sur la base de la loi. Si je prends le mot corriger, oui, c'est juste un terme que j'ai utilisé. Mais non, maintenant, c'est que moi. Donc, est-ce qu'on a corrigé Ablassé Ouedraogo? On ne l'a pas corrigé. C'est pas une correction qu'on l'a corrigé. On lui a fait quoi? On lui a fait faire certaines activités. D'accord. Et c'est normal? Voilà, c'est normal quand on est dans une révolution. Non, mais c'est parce qu'on est dans une révolution que c'est normal, c'est tout. Oui, c'est dans une révolution. Quand on n'est pas dans une révolution, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Gédéon, j'ai compris. Donc, la révolution permet tout. La révolution permet un bon développement. Très bien, très bien, j'ai compris. Permet à les gens de développer. Gédéon, j'ai compris. Konaté Aboubakar, vous avez la parole. Merci. Bonsoir, maître. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous entend. Ok, bonsoir, maître. Merci de l'opportunité et je salue ma soeur Aïchata que je vois en bas. Et moi, je vais être... vous savez, le début même du space, maître montre à suffisance le climat qui règne aujourd'hui dans nos pays. Vous avez vu, quand vous avez lancé le débat, la prise de la parole a été très timide. Et bizarrement, il y a deux qui étaient là, qui interchangeaient. Il y a un qui disait que même dans l'espace là, ils viennent, ils espionnent les gens pour aller après les prendre. Donc, vous voyez un peu la psychose qui règne. Moi, l'attitude que j'ai eu à adopter, c'est que je ne veux plus me battre avec quelqu'un. Si c'est pour les combats idéologiques, je suis dedans, mais je ne vais plus empêtrer mes relations humaines avec mes amis ou bien mes frères aujourd'hui parce que vu le climat qui règne, c'est assez difficile d'avoir un débat. Or, c'est dans la discussion que la lumière jaillit. Aujourd'hui, dès que vous avez une position qui est différente de celle des autorités aujourd'hui, tu es déjà apatride. Donc, le débat
a disparu dans nos sociétés. Donc, l'attitude aujourd'hui, moi je dis, on ne peut pas s'aimer une semence aujourd'hui et récolter les fruits. Donc, le temps jugera qui a eu la bonne attitude ou pas. Moi, je sais que les politiques qui sont en train d'être adoptées aujourd'hui auront leurs résultats dans maximum 5 ans. Donc, attendons de voir. Je ne vais plus rentrer dans les débats. Même au niveau de la CEDEAO, je trouve que, vous savez, aujourd'hui, ça fait bientôt 3 mois que je suis dans un groupe WhatsApp où chaque jour, c'était des dizaines de messages. Mais aujourd'hui, les messages viennent à compte-gouttes parce qu'il n'y a plus d'actualité. On a tout épuisé. Tout ce qu'on devrait dire de nos ennemis, entre guillemets, on les a dit. Et il n'y a plus rien. Donc, les seules actualités à laquelle on s'accroche, c'est peut-être le président part quelque part, il a fait une déclaration ici par là, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Donc, attendons de voir les politiques qu'ils adoptent aujourd'hui. Nous allons voir les résultats dans maximum 5 ans. Et au niveau de la situation, je trouve même que, par exemple, quand quelqu'un critique seulement, tu deviens l'actualité, quoi. Tout le monde sort pour la violence physique et verbale. Tout récemment, il y a un vidéoman au Mali du nom de Yeri Bokoum. Et c'est une pratique qui est courante aujourd'hui. Dès que vous avez une critique à l'endroit de l'autorité, on vient un beau matin chez toi, on te met un sac sur la tête et tu disparais pendant des jours. Et ces personnes-là, dès qu'ils reviennent, ils ne parlent plus. Yeri Bokoum a disparu pendant une dizaine de jours. Il a réapparu après la fête et puis c'est fini. Donc, on est dans un pays où les actions se font sans cadre juridique. Si quelqu'un a commis des faits qui sont hors la loi, je pense que nous avons une justice qui doit interpeller cette personne et selon le code pénal, punir en fonction du code pénal. Maintenant, c'est la justice populaire, on t'insulte sur les réseaux sociaux, ou bien un beau matin, tu vois des gens débarquer chez toi, ils te mettent un sac au cou et puis c'est fini, tu disparais pendant des jours. Donc, le débat aujourd'hui a disparu de nos cités. Et maître, vous vous souvenez, je pense qu'on a fait 2 speeches où des gens ont intervenu pour dire que ils ont employé des termes comme ça. Ceux qui sont aujourd'hui contre, on va régler leur cas. Ou bien, il y a un autre qui a dit, ils vont voir ce que nous allons les faire. Donc, il y a cette attitude. Il y a des gens qui sont appropriés aujourd'hui la paternité de l'État pour dire que les autres n'ont pas droit au débat. Donc, le climat est assez délétère. Et je dirais même au niveau de la CEDEAO, et vraiment de ne plus parler de ces États-là, que chacun continue son chemin. Si les gens veulent sortir de la CEDEAO pour des politiques qu'eux, ils savent salvatrices pour leur peuple, il n'y a rien à faire. Que la CEDEAO nous donne le chemin, nous allons nous débrouiller dans ce que nous avons creusé. Et M. Bernard a interpellé les hommes comme maîtres pour dire que comment on peut approcher, pourquoi ne pas approcher ces gens-là par des lettres ou bien des courriers pour les sensibiliser. Je dis à M. Bernard qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ces gens-là n'écoutent personne. Ils n'écoutent que ceux qui les adoubent ou bien ceux qui tracent leur politique étrangère, notamment les Franklin Yamsi, Nathalie Yam, etc. Ils n'écoutent que ces personnes-là. Dès que vous vous intéressez, il y a un politicien ici du nord de Moussa Mara, chaque fois qu'il sort pour émettre des idées ou bien des critiques, je vais sous sa page l'énormité des critiques ou bien des injures que les gens adressent à cette personnalité-là. Donc, M. Bernard, il n'y a rien à faire. Moi, je pense que, personnellement, je vais m'asseoir, regarder et demain, nous allons juger qu'advienne que pourra, quoi. Vraiment, ce sont ces mots que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Je vais faire réagir Mex à ce stade-là. Mex? Oui, vous savez, Maître Konaté, je me perds, je ne sais pas s'il y a une semaine ou 2 semaines ou 10 jours, je ne sais plus, il y a un chroniqueur d'une émission qui s'appelle 7 infos sur la télévision privée BF1, Khalifara Seré, qui a été arrêté. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 semaines. Et puis l'émission même a été suspendue pendant 2 semaines. Et moi, j'ai participé à cette émission-là. Parce que BF1, c'est une des télévisions qui est assez moderne, qui sait organiser les duplex. Et au tout début, quand il y a eu
les premières applications sélectives de la loi de mobilisation générale qui est utilisée pour réprimer, c'est même pas des opposants, hein, des dissidents. Et c'est important de connaître la différence entre opposants et dissidents. Je n'emploie pas le terme dissident tout à fait par hasard, puisqu'on on avait un révolutionnaire parmi nous là. Cet après-midi, je regardais une série de documentaires sur le goulag en URSS. Donc, moi, j'avais dit, vous savez, on voit des drapeaux russes partout, on voit la photo de Poutine partout, mais est-ce que vous savez que Poutine, c'est quelqu'un de très, très légaliste? Je ne dis pas que la justice en Russie, sous Poutine, elle est parfaite, mais Poutine est très légaliste. Quand il veut faire quelque chose, il fait en sorte d'avoir une loi dans le cadre duquel il le fait. Il a fait voter la loi sur les, les agents de l'étranger, c'est-à-dire tout média, toute organisation de la société civile en Russie qui reçoit des financements extérieurs, notamment occidentaux, bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a dégagé tout ce qui est presse libre en Russie et tout ce qui est organisation de défense des droits de l'homme. Mais il avait une loi, il l'a fait voter. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, il a fait voter une loi pour dire exactement ce qu'on a désormais le droit de dire ou de ne pas dire en Russie. La loi est passée et est entrée en vigueur. Et moi, c'est ce que j'avais conseillé. Je me rappelle plus, c'était en janvier 2023, dans l'émission 7 Info sur BF1. Moi, j'avais conseillé au MPSR de faire comme Poutine, de voter des lois pour dire clairement aux Burkinabés ce qui est désormais autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Comme ça, les gens se comporteront en connaissance de cause. Mais vous ne pouvez pas vous comporter comme si la loi ordinaire était encore en vigueur, comme si la Constitution était encore en vigueur, et puis prendre des mesures coercitives contre les gens en dehors de tout cadre légal. Il y a des dizaines de gens qui croupissent depuis des mois dans les anciennes villas ministérielles de Ouaga 2000, en dehors de toute procédure judiciaire. Ils ne sont même pas déférés devant le tribunal militaire. C'est l'arbitraire le plus total. Même pour vous envoyer au goulag, vous aviez droit à un simulacre de procès. C'est pour ça que l'expression procès de Moscou existe. Mais là, il n'y a même pas ça. Ni le procureur ne le sait, ni le procureur militaire ne le sait. Il n'y a aucune procédure judiciaire contre vous. Vous disparaissez comme ça du jour au lendemain. Si vous avez de la chance, vous réapparaissez au front. Le ministre d'État, Bassol Mabazi, dit on va vous travailler copieusement. Monsieur Gideon, lui, dit on va vous corriger. Mais, Maître Konaté, vous avez posé la bonne question. Quel est le cadre légal dans lequel tout ça se fait? Ben, on vous dit que ben non, on est en révolution, donc il n'y a plus de droit. OK. Donc, moi, je suis fatigué. Les mêmes ont applaudi la victoire du Labour en Angleterre, alors qu'ils avaient applaudi le Brexit. Pourquoi? Parce que on va annuler la décision que les Tories avaient prise d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Et que le nouveau Premier ministre vient d'annoncer qu'il abandonne cette décision-là. Mais cette décision-là, est-ce que les gens savent que c'est Boris Johnson qui l'a prise au départ? Et que c'est au nom des droits de l'homme qu'il vilipende actuellement en AES, que jusqu'à présent, elle n'a pas pu être mise en œuvre, que ça a coûté des millions de livres sterling au gouvernement britannique, mais que ça n'aura jamais lieu au nom des droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme. Les mêmes applaudissaient, même des politiques au Burkina, applaudissaient la victoire du Front National en France, mais le Front National est arrivé en 3e position. Vous voyez, moi je ne sais plus, et je suis vraiment d'accord avec celui qui a pris la parole avant moi. Aujourd'hui, en AES, moi je pense que la meilleure attitude à faire, c'est de se retirer du débat, de les laisser débattre entre personnes qui sont d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire et d'attendre le résultat. Aujourd'hui, Maître Konaté, honnêtement, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Il n'y a plus d'espace de débat chez nous. C'est la guerre ils mènent la guerre contre tous ceux qui osent avoir une pensée déviante par rapport à la leur. Et c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont les armes.
et ils s'en foutent de la loi. Quand vous regardez le sommet de Niamey qu'ils viennent de faire, mais c'est n'importe quoi. J'ai partagé des passages de la constitution burkinabé qui montrent que ce que Ibrahim Traoré vient de faire à Niamey, il vient de violer encore la constitution. Il a violé en prenant le coup d'État par la force, il a violé en s'octroyant un mandat plein de 5 ans sans élection, il a violé encore en engageant le Burkina dans une voie dans laquelle il n'a aucune légitimité pour le faire. S'il ne veut pas passer devant les urnes, au moins qu'ils soumettent, comme notre constitution le prévoit, les décisions qu'ils ont prises à Niamey en référendum. Très bien. Ils se prévalent du soutien populaire. Les salles pleines de partisans, les stades pleins de partisans, les meetings organisés et financés ne peuvent pas se substituer à la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, il n'y a qu'une seule façon de la mesurer. Ce sont les urnes, comme les Britanniques et les Français viennent de le faire magnifiquement. Moi, je suis désolé. Quand on parle au nom du peuple, on se soumet au suffrage du peuple. Très bien. Merci beaucoup, Max. Laouni, vous avez la parole. Il est en auditeur. Non, je le vois en intervenant ici. Bon, parce que c'est bien beau de faire des gestes malencontreux. Voilà quoi. Laouni, vous avez la parole. Bon, s'il n'est pas là, Bernard Briand. Vous avez déjà parlé, non? Oui, j'ai déjà parlé. Donc, je devais donner, la parole à Monsieur B. Monsieur B. Moi? Non, Monsieur B. Barro Sekou. Vous savez, les noms, c'est Monsieur B. Barro Sekou. Moi, excusez-moi, maître. Moi, je le vois toujours en auditeur, par contre, hein, que ce soit Laouni ou Bonsoir, Monsieur. maître. Non, il est là, il n'est pas en auditeur. Moi, je le vois. Monsieur B, Bonsoir. allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà, merci pour la parole et merci pour l'organisation de ces spaces. Voilà, j'étais là, j'écoutais attentivement. C'est vraiment intéressant et enrichissant. Voilà, mais moi, je voudrais juste poser une question qui, bon, Max même a déjà brossé une partie tout à l'heure, par rapport à la valeur de cette loi de mise en garde et de la mobilisation générale. Puisqu'on dit que les arrestations se font sans base juridique, maintenant, quelle est la valeur maintenant de cette loi, la valeur juridique de cette loi de mise en garde et de la mobilisation générale? Et la mise en garde d'ailleurs, comment vous l'expliquez? La mise en garde, quel est le contenu? Quand on parle de mise en garde, c'est quoi au fait? Bon, par là, je vais dire que peut-être c'est tout ça là qui peut justifier ces arrestations Non, arbitraires. Monsieur B, vous n'êtes pas juriste, ne prenez pas le risque de vous engager dans un débat qui va être sans issue. Non, c'est une question que je pose et je veux des Non, c'est que vous avez une croyance derrière. Vous êtes en train de justifier les arrestations par laissez-moi terminer. Par l'existence de lois comme celle-ci. Vous l'avez dit déjà. Vous savez, on a dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, que les Juifs n'avaient pas le droit d'exercer un certain nombre de professions. Ils n'avaient pas le droit d'être médecins, ils n'avaient pas le droit d'être fonctionnaires publics, et ils n'avaient pas le droit d'être avocats. Visiblement, la loi matérielle existe, mais du point de vue du fondement légal, tout dans la loi est contestable. Lorsque vous prenez une loi de mise en garde, d'abord l'intitulé même de la loi, visiblement, la loi n'a de sens que lorsque le législateur légifère pour des situations générales et non pas des situations individuelles. La loi n'a pas vocation de régir une situation individuelle. Elle a vocation plutôt de se projeter dans l'avenir pour appréhender des situations d'intérêt général. Mais lorsque vous dites aujourd'hui une loi de mise en garde, ça veut dire toutes les personnes que l'on mettrait en garde, qui franchiraient le Rubicon, verraient la sanction de la loi. Et cela est justifié par la période exceptionnelle d'une part et par la période de sécurité d'autre part. C'est ça le drame. On peut toujours trouver une loi complètement, pardon du terme, idiote, comme la loi qui interdit aux Juifs d'exercer un certain nombre de métiers, comme la loi qui interdisait aux Noirs d'apparaître à certains endroits en Afrique du Sud. Ça s'appelle l'apartheid. Même l'apartheid, c'est une loi en support.
Et quand vous prenez aujourd'hui les lois israéliennes, il y en a plein qui violent les droits fondamentaux de l'homme. C'est ça la difficulté. On peut toujours trouver une loi. Mais la question, c'est la légalité de la loi et la légitimité de la loi. Est-ce que vous voulez réagir encore? Bon, je comprends, voilà, tout à fait ce que vous venez de dire. Voilà, bon, expliquer comme ça, bon, c'est ce que je voudrais. Mais maintenant, quel est le comportement des juristes? Je veux dire, le procureur et tout ça ici, pourquoi ils ne réagissent pas par rapport à ces enlèvements, un communiqué, un truc, pourquoi ils ne Alors, disent rien? Guy Hervé Kam a été arrêté. Le tribunal administratif de Ouagadougou a été saisi. Il a rendu une décision demandant aux gens de le libérer. Cette décision est remontée devant la cour d'appel qui a dit exactement la même chose. Guy Hervé Kam a toujours été maintenu en prison. Bon, donc on peut avancer sur le Bereteke. Oui, bonsoir maître et bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Vous allez me permettre un peu de sortir un peu du cadre du débat, mais je pense que c'est nécessaire. Oui. Pour moi, il serait important de rajouter la Guinée sur cette liste. Non, mais attendez, on n'a pas fait exprès de prendre, on a pris juste AES, mais la Guinée peut être là-dedans. Le Sénégal, dans une certaine proportion, peut être là-dedans, parce que le Sénégal a connu ces histoires-là. Le Tchad peut être dedans. Tous les pays du monde dans lesquels l'État est de non-droit peuvent être dedans. Donc, on n'est pas restrictif du tout. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays dirigé d'une main de fer par un légionnaire, dépasse la situation dans les pays de l'AES. On voit maintenant que depuis plus de 2 ans, les anciens dignitaires du régime dessus sont détenus malgré de nombreuses décisions de justice en leur faveur. On les a accusés de tous les maux, détournement de deniers publics, blanchissement d'argent. Et depuis plus de 2 ans maintenant, on suit tous les différents procès. Je pense que tous les Guinéens déjà ont une idée là-dessus. On sait tous qu'ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont détourné quelque chose ou qu'ils ont blanchi de l'argent. Ils sont juste là parce que, bon, ils sont craints et puis le pouvoir les considère déjà comme une menace. Et je pense que c'est des situations qui sont très, très graves. Et il y a un autre cas qui passe inaperçu. C'est celui d'un jeune féticheur qui se faisait appeler Mofasouri, qui avait prédit un coup d'État. Et à la suite de ça, le jeune homme, il a été arrêté. Et ça fait des mois maintenant et personne ne sait où il est. Sa famille, ses parents, ils ont tout fait pour savoir où il est détenu. Impossible de le savoir. Il n'est pas dans les mains de la justice. Et personne ne sait s'il est mort ou vivant. Et je pense que c'est vraiment inédit, quoi. C'est vraiment inédit. Non, je crois que la Guinée, il n'y a pas de doute. On peut parler également de la mort récemment d'un général condamné à 5 ans de prison dégradé. Donc, Oui, il n'y a pas de limite. Je crois que ce que l'on dit d'un pays vaut également pour tous les autres pays dans lesquels l'État n'est pas de droit. oui, exactement. Et je voudrais d'ailleurs évoquer ce cas du général Saliba, qui était déjà considéré comme le numéro 2 de la junte à leur arrivée au pouvoir et qui est tombé dans la disgrâce quelques mois après. On a vu tous le sort qui a été réservé à ce vaillant soldat. Et je pense que c'est des choses qui sont excessivement graves. Le monsieur, Alors, pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il ait été, entre guillemets, tué ou pas, mais simplement, tout le monde est dans la suspicion et que pour sortir de la suspicion, ce qu'il y a de mieux, c'est d'ouvrir véritablement une enquête indépendante aujourd'hui qui permette de faire la lueur sur ces situations de grande difficulté. Bereteke, je vous ai entendu, mais il y a tellement de monde qui demande la parole qu'il faut que j'avance. Le premier qui avait demandé la parole avant que je la donne à Ataï, c'est Laouni. On vous avait donné la parole, mais vous ne répondiez pas. Laouni, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, oui, je suis là, excuse-moi, tout à l'heure. Alors, pardon, Laouni, ici, on ne fait pas de gestes malencontreux. Ce que vous faites là, le doigt par terre, personne ne vous le fera, donc vous avez le droit à le faire à personne. Allez-y, vous avez la parole. D'accord, ok, très bien. Alors, moi, j'aimerais surtout souligner... Soyez à l'aise, dites ce que vous voulez dire. Il n'y a aucune difficulté. Bah, bien sûr, je suis à l'aise. Laissez-moi
développer à mon rythme. Voilà, moi j'aimerais surtout souligner le deux poids, deux mesures sur le sujet de ce space. Concernant les déportations et enlèvements. Et c'est très dommage que ce soit seulement l'AES qui soit souligné ici, alors que dans d'autres micro-États soi-disant démocratiques, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres, à ne citer que ceux-là, mais il y en a d'autres. Voilà, malheureusement, ces différents pays ne sont pratiquement jamais cités, mais j'ai l'impression qu'il y a un acharnement précisément sur ces trois États-là. Et donc c'est vraiment dommage qu'un Africain soit voilà déterminé à ce point à faire blocus à la détermination de la majorité de, des peuples sahéliens. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes, nous sommes tous d'accord que la majorité de la jeunesse sahélienne aspire à un vent nouveau. Ce serait faire du déni de réalité d'affirmer tout le contraire. Aucun État n'est parfait, mais par contre, moi je suggère d'essayer de donner un petit peu de temps à ces révolutions, à ces jeunes révolutions, et d'essayer d'apporter un petit plus pour pousser vers l'avant et espérer un résultat positif. Parce que ça fait très longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps que nous sommes restés dans la soi-disant démocratie qui nous a été imposée par l'Occident. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'a rien donné. Ça n'a pratiquement rien donné. Et donc, pourquoi pas, voilà, repenser un nouveau modèle qui sera une nouvelle démocratie, qui sera une démocratie propre à nous. Une démocratie qui prend en compte nos réalités. Et donc, voilà. Là, j'aimerais bien qu'on s'attarde également à souligner les déportations en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien et j'en connais pas mal de personnes qui, voilà, qui sont derrière les barreaux juste pour leurs opinions politiques. Et donc, il n'y a pas que dans les États de l'AIS, mais s'il vous plaît, soyons des patriotes, soyons des nationalistes. Aux États-Unis, la politique n'est pas parfaite. En France, la politique n'est pas parfaite. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, je vous assure que toutes les parties se mettent ensemble et pour essayer de voilà donner une voie positive. Mais ce n'est pas prendre cette carrure du fait que voilà ces gens-là ils sont des égarés, ils ne connaissent rien, ils ne sont pas allés loin à l'école et même voilà certains se vantent de leur accent français. C'est bien dommage. Moi je ne suis pas français, je ne suis pas un démocrate. Je sais qu'en Afrique il y avait les royautés, donc je ne suis pas fier disons de me définir comme un démocrate. Quand on voit aujourd'hui ces démocraties-là qui traitent avec des États des monarchies, voilà. Donc et ça, ce n'est pas mauvais en soi. Donc nous ne sommes pas obligés d'appliquer la démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons vu l'AES prendre cette posture un petit peu radicale peut-être, mais c'est une réaction au problème existentiel qui a demeuré depuis trop longtemps. Et la première étape dans la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Il y avait des sérieux problèmes. Et ces coups d'État sont les conséquences de ces problèmes-là. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait donner une chance à ces jeunes révolutions. Peut-être. Bon, ça, vous l'avez dit, vous êtes en train de vous répéter là. Bien sûr.
Peut-être, Il y a, c'est il y a juste du, il pour, y a du monde. c'est juste pour chuter, c'est juste pour chuter. Exactement, voilà. Voilà, c'est juste pour chuter que je suis revenu là-dessus. Donc, nous devons donner une chance, et peut-être que là, il y aura un souffle nouveau. Il y aura quelque chose de positif qui va en ressortir. Merci, je vais m'arrêter là. Et pour donner une chance, il faut qu'on ferme les yeux sur les arrestations, les enlèvements, les déportations, y compris en AES, y compris en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas cela, je dis c'est dommage Qu'est- qu'on Qu'est-ce que... souligne seulement Non, les je dis déportations aujourd'hui en ce que vous AES. dites par rapport à la Côte d'Ivoire, s'il y a des déportations, on doit les dénoncer de la même façon. Tout à l'heure, il Bien y a sûr. quelqu'un qui a pris, laissez-moi parler, il y a quelqu'un qui a pris la parole sur la Guinée, j'ai dit exactement la même chose. Donc, on n'a pas de limite. C'est pas parce qu'on parle des arrestations et des enlèvements et des déportations en AES qu'on n'en parlera pas pour la Libye, qu'on n'en parlera pas pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. On est là pour ça. Mais vous vous dites qu'il faut qu'on opte pour un système qui n'est pas la démocratie, que vous n'êtes pas la démocratie, et qu'il faut qu'on donne du temps également à ce qui se met en place. J'ai dit, est-ce qu'il faut donner du temps et se taire sur les arrestations, les enlèvements, les déportations en AES, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo? D'accord, je vais répondre très rapidement. Oui. Moi, je ne dis pas qu'il faut se taire sur les arrestations et les enlèvements dans les États de l'AES, mais je dis qu'il faut dénoncer toutes les arrestations et les Bon, déportations. je pense que vous n'avez rien dit là, parce que je suis en train La de dire qu'il faut dernière fois, dénoncer tout. Il faut dénoncer tout, vous répétez la même chose. J'ai bien dit, vous sûr. dites qu'il faut donner du temps aux gens qui sont en place. En attendant, est-ce qu'on ferme les yeux sur les arrestations ou on les dénonce? Bah, ce serait, moi je pense que ce n'est pas une question qui devrait être posée puisque nous sommes d'accord qu'il ne faut absolument pas cautionner les arrestations et les enlèvements. Et Voilà. qu'est-ce que vous dites de contraire par rapport à ce qu'on a dit? Vous avez pris la parole pour nous dire qu'on n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. On parle de la Bien Côte d'Ivoire sûr, dans les mêmes conditions bien que les sûr que autres. non, bien sûr que non. Vous pouvez pas me rappeler la dernière fois que vous avez fait un space sur les déportations et les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire. Cher monsieur, on a déjà fait des spaces sur la Côte d'Ivoire pour dire pire. C'était quand la dernière fois, s'il vous Non, plaît? non, Une date? ça fait 3 ans qu'on est là, donc vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Je vous dis ce que nous on fait. C'est pas grave, de toute manière, vous vous êtes exprimé et on a entendu. Donc vous Bien laissez sûr. maintenant, vous laissez les autres s'exprimer. Brigitte. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je préviens simplement que ceux qui ont parlé, j'évite qu'ils parlent une deuxième fois, et ceux qui ont parlé, je les descends justement. Oui, donc merci de me donner la parole. Je voulais réagir au discours que j'entends souvent, peut-être de la part de jeunes qui n'ont pas connu ce que nous avons vécu entre les années 60 et les années 90. Le discours de démocratie imposé par l'Occident, moi je m'inscris en faux contre cela. Et j'invite les autres, si on pouvait aller sortir le général Kérékou de sa tombe pour lui demander qui lui a imposé de faire la première conférence nationale en Afrique de l'Ouest, il aurait beaucoup à dire. La démocratie n'a pas été imposée, ce n'est pas le discours de la boule qui a imposé la démocratie. Nos pays ont été des années de l'indépendance, quelques années après les indépendances jusqu'aux années 90, sous des dictatures militaires à parti unique. Et ce sont les militaires qui ont assassiné les premiers présidents, les pères de l'indépendance démocratiquement élus, qui avaient pris le pouvoir à ce moment-là et qui se sont maintenus au pouvoir jusqu'à ce que, bon, au Bénin, effectivement, il y a eu quelques alternances, jusqu'à ce que, se trouvant dans l'impasse économique, le général Mathieu Kérékou est allé chercher un évêque l'Église catholique qui était bannie parce que c'était une révolution marxiste-léniniste qui était en place, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES. Donc, toutes ces histoires-là, on les a déjà vécues, on les a déjà connues, et ça a mené à l'impasse, et c'est à la suite de cette impasse-là que Kérékou lui-même a demandé à Monseigneur, son nom m'échappe, d'organiser un dialogue national parce qu'il était dans l'impasse. Et ça a donné, parce que le Bénin avait une tradition de juristes et de constitutionnalistes de renom, ça a donné la première conférence nationale souveraine qui a instauré la démocratie. Le discours de la boule du président Mitterrand est arrivé après la conférence nationale du Bénin.
Donc, moi, je m'inscris en faux contre cette idée-là qui veut dire qui sous-entend que nous, les Africains, nous sommes contre la démocratie et que la démocratie serait une histoire des Occidentaux qu'on nous a imposée. Mais c'est ignorer la charte du mondain, je suis désolée. La démocratie et la liberté est consubstantielle à tout être humain qui réfléchit et qui a besoin de liberté d'expression, de liberté d'association, de toutes les libertés démocratiques qui fondent un État. Donc il faut arrêter avec cette histoire-là. Et moi je dis bon, on va effectivement dans la douleur et les larmes laisser les États de l'AES aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire, mais ça m'étonnerait fort que ça donne autre chose que ce qu'ont donné les 30 années ou les 25 années qui se sont écoulées entre 1965 et 1990 jusqu'à ce que les populations se soulèvent, parce que les déportations, on a déjà connu ça, les arrestations arbitraires, on a connu ça, les morts en détention, on avait déjà connu ça, des personnes qui se suicidaient en se tirant une balle dans le dos au Togo, on a connu ça, et c'est le fils de Gnassingbé et Yadema qui torturait, qui faisait disparaître les gens, qui est toujours au pouvoir au Togo, et que les gens de l'AES aujourd'hui célèbrent comme un libérateur. Alors on sait très bien où tout cela va nous emmener, parce qu'aucun peuple au monde n'accepte d'être réduit en l'esclavage en guise sous la promesse de quelque arbitraire que ce soit pendant des années et des années. Donc, si effectivement ce qu'ils sont en train de faire est bien, et c'est pour la souveraineté du peuple, on devrait au moins laisser à ce peuple-là le droit de s'exprimer et de dire non, là, vous allez un peu trop loin, nous sommes d'accord sur l'objectif commun, mais on n'a pas besoin de ces brimades, on n'a pas besoin de cette violence, on n'a pas besoin pour arriver à l'objectif commun que nous voulons tous, qui est la souveraineté de nos peuples, de accompagner cela avec des situations de non-droit qui sont déplorables et que personne ne peut supporter. Je ne comprends pas comment on peut accepter que des gens d'un certain âge soient envoyés au front. Guy Hervé Nkam, ce sont quand même des gens du palais citoyen qui ont lutté pour faire tomber Blaise Compaoré. Aujourd'hui, on les enlève, tout simplement parce qu'ils ont dit, parce que leur lutte, ils l'ont menée pour une certaine liberté. Ils l'ont menée pour la démocratie. Et aujourd'hui, pour les mêmes raisons, on les bannit de la société. On les fait disparaître. Ce n'est pas acceptable. Personne ne peut accepter cela. Donc, tolérer quand même que l'on puisse accepter que le peuple a le droit de s'exprimer, que les juristes ont le droit de défendre, d'exercer leur métier et de dire non, ça, ce n'est pas normal. De tracer une ligne rouge qu'on doit respecter et qui n'est pas fondamentalement antinomique avec une recherche de souveraineté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte. C'est Monseigneur Isidore de Souza du Bénin qui a conduit les travaux de la conférence nationale à la demande du président Kérékou, Mathieu Kérékou. Ataï a la parole. Bonsoir, maître, bonsoir à toutes et à tous. Encore merci. Moi, je vais commencer par cette citation de Rima Hassan qui dit que la censure est l'arme de ceux qui ont perdu la bataille de l'opinion. Et ici, la bataille d'opinion n'est pas perdue parce qu'elle est donnée à toutes les opinions s'expriment ici, très librement. Souvent, on passe du temps à écouter des gens qui disent une chose et son contraire. Sur les 3 types d'infractions qui sont cités ici, à l'instant, seulement une seule pourrait être inscrite sur une loi. L'enlèvement de la déportation, je ne les connais pas comme des modes de privation de liberté qui peuvent être inscrites sur une quelconque législation. L'arrestation, je parle sous contrôle des maîtres. L'arrestation, oui, elle peut exister, mais aussi elle a, n'est-ce pas, ses propres procédures. Cependant, même sur ces spaces-là, où on a plus de 200 personnes qui prennent part,
55% ou 60% des personnes viennent en mode masqué. Parce que ces personnes viennent soit écouter pour le transmettre, parce qu'en espérant faire un travail de savoir qui dit quoi contre qui, ou bien ces personnes aussi ont peur de se faire afficher pour ne pas être perçues sur un space d'opinion. Mais chaque citoyen qui pense qu'il échappe maintenant à ce qui se passe, et que son voisin pourrait être atteint ou son ennemi pourrait être atteint, que demain il ne sera pas le suivant, c'est que ce citoyen n'a pas compris que les injustices sont comme les cancers. C'est comme la flamme chez le voisin. C'est comme ça qu'elle grignote des petits à petits. Et même souvent, elles reviennent contre ceux-là même qui au début sont les porteurs. Quand on parle du fait qu'il faut légaliser les actions, aujourd'hui, quand vous regardez tous les textes ou les lois en vigueur dans nos régions, les législations en vigueur dans nos régions, depuis à partir des années 2000, il y a eu des grandes réformes avec la montée de certains types de crimes, comme les crimes organisés, le terrorisme, le blanchiment des capitaux. Plusieurs lois ont été adoptées. Et toutes ces lois sont de plus en plus rigoureuses. Par exemple, la carte de vie qu'on connaît traditionnellement, pour un cas d'affaires civiles, maximum 72 heures généralement. Mais dès que des lois ont été prises sur, n'est-ce pas, le terrorisme, les crimes organisés, où on autorise souvent une garde de vie à 8 jours, si je ne me trompe pas, souvent renouvelable une fois dans certains pays. Tellement qu'on devient rigoureux parce qu'on prend en compte, même les démocraties deviennent rigoureuses en fonction du type, n'est-ce pas, d'action que les citoyens posent. Parce qu'un citoyen qui s'implique dans une affaire de crime et un citoyen qui a un souci, une affaire civile avec son voisin, pour une histoire d'argent, ne peut pas être traité par les mêmes législations. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a déjà des moyens. Et pourquoi ces régimes militaires ne veulent pas les lois? Parce que quand vous créez les lois, vous créez des témoins. Pendant que ce qui les arrange, c'est l'absence de toute forme de traçabilité de ce qu'ils font. Et c'est là que l'enlèvement, la déportation et même la disparition forcée, qui est aujourd'hui inscrite comme un des crimes, ou même il y a même un comité, c'est un organe de traitement en la matière, c'est que ce sont des choses qui deviennent faciles. Mais quand vous voulez faire la loi, tout de suite, vous allez laisser des traces. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est un peu les magistratures, les conseils des magistrats dans les pays. Les mandats de dépôt est devenu banal. C'est comme, genre, aller à la poste. Je peux comprendre qu'une personne soit interpellée au début, mais qu'un juge rapidement trouve un moyen de faire un mandat de dépôt, pendant que dans il aurait pu trouver un moyen qui n'est pas un mandat de dépôt. Il n'y a plus de considération d'aucun élément social, politique, aucune valeur, rien absolument. Mais dès qu'on sait que cette personne est interpellée ou est convoquée ou est arrêtée dans le cadre en lien avec la question du pouvoir en place, c'est automatiquement mandat de dépôt. Mais les mandats de dépôt, c'est mieux, souvent, parce que c'est un droit aussi, le mandat de dépôt. Parce que quand on l'a, on a au moins commencé à exécuter une peine. Et que demain, si on a un procès qui est fait, une décision de justice, au moins, on sait qu'on a commencé à... Et tu sais qu'il y a des personnes souvent qui peuvent faire 6 mois, 8 mois, et souvent même plus, en lieu jamais découvert, même pas par les organisations indépendantes. Et avant, au moins, il y avait les CICR, ou l'Amnesty, ou Human Rights Watch, ou autres qui peuvent trouver des moyens, n'est-ce pas, de neutralité pour accéder à une personne, ne serait-ce que pour que sa famille lui parle. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Des personnes peuvent disparaître totalement pendant plusieurs années sans aucun mandat de dépôt. Et aucun juge, aucun procureur ne se prononce. Et même les procureurs, on a vu des procureurs qui ont vu des menaces tenues par des vidéos d'un cas adverse en citant des personnes de nous qui n'agissent pas. Pourtant, on les a vus agir contre d'autres pour uniquement des prises de position simples. Mais il n'y a pas, et c'est un principe de droit, il n'y a pas un droit plus important que l'autre. C'est que du droit à l'acte de naissance jusqu'au droit, n'est-ce pas, aux conditions de vie, leurs conditions de vie, il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait des échelles.
Donc, c'est lui qui pense qu'aujourd'hui, il est si bien que le droit, on ne veut que son droit d'accès à l'électricité ou, je ne sais pas, à l'eau dans son quartier, et que lui, au moins, c'est mieux que celui qui a disparu, qui s'attend aussi à disparaître un jour. Donc voilà, moi je pense que la menace, elle est là. Et aujourd'hui, vous avez énormément de gens. On parle de cybercriminalité. On cherche des gens qui trompent des enfants, on cherche des gens qui trompent, qui arnaquent par l'argent. Quand on parle de cybercriminalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a des puissances, il y a des réseaux, il y a des mafias, il y a des multinationales qui forment et qui financent des réseaux de désinformation où quelqu'un peut se pointer sur n'importe quel plateau de débat, d'échange, affirmer des balivernes sans gêne aucune, dans une contradiction euphorique. Et souvent, ces personnes s'identifient à un État ou à un autre, juste pour se masquer. Mais dans le fond, tu ne seras même. C'est les gens avec un des profils pseudo souvent, ou une photo qui n'est jamais la leur. Mais ces personnes sont en mission. Ils sont en mission comme beaucoup d'autres qui sont employés maintenant et qui se sont fait découvrir par le temps. Donc, dans cette histoire de manipulation, ou même aujourd'hui, ils sont encouragés par le fait que des personnalités qui ont eu la chance de conduire de grosses responsabilités dans leur vie respective ailleurs peuvent se permettre de rassembler des milliers de personnes dans un stade ou dans une salle et affirmer des choses que ses propres collaborateurs savent fausses. Et yeux fixés, regards fixés, médias fixés. Et demain, tu as une VAR. Mais dites-moi un leader de cette histoire depuis le début des putsch dans nos régions qui n'a pas de VAR. C'est une question donnée. Donc, je ne vais pas être long, mais pour dire que c'est une question essentielle, mais les libertés individuelles, aujourd'hui, ne sont presque plus les grands soucis, elles sont banalisées parce qu'on a préparé, on a l'impression qu'il y a une génération qui estime que la démocratie, et généralement, je termine là, c'est que souvent, ce sont les gens qui bénéficient de la démocratie, qui habitent ailleurs en Occident, aux États-Unis, ou dans des pays où ils ont une liberté, qui se permettent de venir en ligne souvent et de distiller des idées tellement négationnistes et que des jeunes gens qui ont à peine un forfait de 150 CFA à mettre la soirée, les écoutent quelque part dans un petit village, ou dans une petite localité, ou dans une capitale sans électricité, pensent que ces personnes-là sont allées loin, elles ont compris des choses. Mais quand on écoutait Mme Brigitte tout de suite, vous sentez en quoi elle est témoin vivante de quelque chose qu'elle connaît. Donc, il n'y a pas que chacun définisse la démocratie dans sa langue maternelle, et vous voulez qu'elle n'a rien d'occidental. Que chacun définisse les droits humains, les droits de l'homme, les droits à la liberté, les droits à l'existence, à la valeur, à la particularité, et vous voulez qu'elles n'ont rien à voir avec l'extérieur. Elles sont de nous. Très bien, merci beaucoup, Ataï. Merci infiniment, Brigitte, encore une fois. Merci à vous tous. Et puis, pardon vraiment d'avoir débordé. Vous voyez, il y a Deep qui demande la parole. Deep, je ne vous donne pas la parole. Ça, c'est dictatorial. Je fais comme eBay. Je ne vous donne pas la parole et rien ne se passera. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.